Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission au cœur de l'actu. Malgré les multiples actions mises en œuvre par les autorités compétentes, la consommation de la drogue prend une proportion inquiétante au Burkina Faso. Ils sont très nombreux, ces jeunes, à devenir esclaves à des stupéfiants, hypothéquant ainsi leur avenir. Du fournisseur au consommateur, en passant par les canaux de livraison, c'est tout un réseau qui doit être démantelé et lutter efficacement contre ce réseau. Les parents d'élèves ne sont pas en marge de cette lutte, car jouissant également de droits, mais aussi de devoirs envers les enfants. Consommation de la drogue par les jeunes, les parents acteurs incontournables de la lutte. C'est sur ce thème, mesdames et messieurs, que nous allons nous entretenir aujourd'hui avec deux invités bien investis et engagés dans la lutte contre la consommation de la drogue. Et nous avons à ma droite Jean-Marie Kouraougo, il est commissaire principal de police, il est chef du département de la coopération et du partenariat au SPCNLD. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Kouama et bonsoir aux téléspectateurs de Burkina Info. Et nous avons à ma gauche Lévi Yoda, il est commissaire principal également de police, il est chef de département de la prévention et du suivi de la législation au SPCNLD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kouama, bonsoir à tous les téléspectateurs de Burkina Info. Voilà, fidèles téléspectateurs, le décor est planté. Aujourd'hui, on parle de drogue. Aujourd'hui, on parle de stupéfiants. Et pour introduire notre entretien, il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui sont entrés, j'allais dire, dans la consommation de la drogue, malgré les multiples actions qui sont mises en œuvre, que ce soit par les autorités compétentes, que ce soit par les écoles. Qu'est-ce qui peut expliquer cette consommation abusive, j'allais dire comme ça, de la drogue au niveau des plus jeunes? Très bien. Avant de revenir à votre question, c'est une opportunité pour nous, le SPCNLD, de remercier de vive voix Burkina Info pour l'occasion qui nous est offerte, en tout cas d'aborder un sujet aussi important qu'est le rôle des parents dans la lutte contre la drogue. Effectivement, ce que vous venez de signaler est très exact. De plus en plus, même en l'absence d'études, c'est vrai qu'on n'a pas d'études qui attestent clairement, mais il y a des témoignages qui sont là, il y a des parents qui sont là, qui nous font des témoignages, il y a des articles qui sont là, qui nous font des témoignages, et nous-mêmes quand nous partons dans certains établissements et autres pour les sensibilisations, on ne manque pas d'avoir des informations qui attestent qu'il y a des jeunes de plus en plus s'intéressent à la consommation de la drogue. Mais cela s'explique par plusieurs raisons. Par plusieurs raisons, les causes, il y a les causes qu'on peut appeler des causes directes, qui sont liées à la personnalité même de l'individu, et il y a des causes qu'on pourrait dire des causes indirectes qui sont en réalité des facteurs qui favorisent en fait ou des facteurs qui peuvent pousser les enfants vers la consommation de ces drogues. Donc parlant des causes directes de la consommation de drogues, il y a d'abord la curiosité. La curiosité, c'est quoi? Pour les enfants, quand ils voient les adultes, parfois au niveau des coins de rue qui consomment les tabacs, les alcools et autres, voilà, ils sont poussés à tenter de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer en fait. Les enfants sont tentés de consommer parce qu'ils veulent découvrir ce qui se trouve derrière. Donc la curiosité peut pousser. Il y a également une limitation, notamment des parents. Certains parents qui ne donnent pas du tout aussi le bon exemple, et comme les enfants aussi ont tendance à ressembler à leurs parents, et qu'est-ce qu'ils font? Tout ce que les parents font, ils ont tendance à vouloir imiter cela. Il y a également en termes d'imitation, il y a les stars. Il ne faut pas occulter le fait que de nos jours, tout le monde pratiquement sont sur les réseaux sociaux pour suivre des vidéos et certains éléments. Et ces stars ont une influence sur la jeunesse. Et beaucoup pensent que tel ou tel star, quand il
consomme tel ou tel produit, peut-être c'est ça qui l'a amené à être en tout cas une méga star aujourd'hui, alors que non, bon, tout ça c'est pas juste, ça nous amène également à parler de l'ignorance. Voilà, l'ignorance, parce que réellement la personne n'a pas suffisamment d'informations en ce qui concerne les drogues, leurs effets, en ce qui concerne également leurs conséquences, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur beaucoup de domaines. Quand on est en manque d'informations ou on n'a pas suffisamment d'informations en ce qui concerne les conséquences des drogues, cela peut pousser les jeunes à aller vers la consommation de la drogue, d'autant plus que il y a parfois des informations, des rumeurs qui circulent et qui ne sont pas des informations réelles. On entend parfois certains qui disent que ça donne de l'inspiration, ça donne voilà, l'euphorie, ça donne du tonus, ainsi de suite. Et quand on n'approche pas les personnes qui s'y connaissent là-dedans, on a tendance à penser que tout ce qu'on entend sur la drogue, c'est la réalité. Et quand on est dans les besoins, voilà, on part s'en procurer. Okay. Et plus tard, on peut se retrouver avec des ennuis. Donc, en dehors de ces causes directes qu'on peut toujours continuer à citer, il y a un certain nombre de facteurs, qu'on dirait les facteurs favorisants, qui en réalité, c'est pas forcément, c'est-à-dire quand on observe ces éléments ne conduisent pas automatiquement à la consommation de drogue. Quand vous prenez par exemple une famille où le climat est délétère, des enfants qui sont parfois abandonnés à eux-mêmes, donc ils peuvent sortir comme ils veulent, rentrer comme ils veulent, certains même se permettent de sortir faire 48 heures, voire au-delà de ça, sans qu'on ne chasse où il était, avec qui. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui affectent l'enfant. Par exemple, il y a les violences, il y a par exemple le besoin de sortir d'une pression externe. Il y a également, disons, les pressions qui sont mises par les parents en termes de résultats scolaires et bien d'autres sujets. Tous ces éléments, le concours de ces éléments mettent les enfants parfois dans une situation de frustration extrême. Et quand l'individu est dans une frustration, il a tendance à vouloir chercher ce qu'on appelle une solution. Et parfois, c'est dommage qu'il se tourne vers les drogues pour donc il recherche en fait le mieux-être. D'accord, alors voilà. on reviendra un peu sur l'intervention des parents d'élèves en ce qui concerne la consommation des drogues. Et là, il dit que quand on prend comme ça Yoda, il parle de la consommation des drogues où il y a beaucoup de causes qu'il vient d'énumérer. Est-ce qu'on peut dire même que les enfants, les jeunes sont conscients du danger de la consommation de ces drogues-là, que ce soit même sur leur santé ou sur leur épanouissement? Pas très souvent. Comme il l'a dit, je mettrais même, pour le cas des enfants, l'ignorance en première position. C'est-à-dire la méconnaissance de la dangerosité même de la substance, ou bien la méconnaissance des conséquences de la drogue. Vous voyez, très dernièrement, il y avait une substance, un produit qu'on appelait la chicha. Il semble qu'il y a des parents même qui achetaient ça, qui en revenant de voyage, qui achetaient l'appareil de chicha pour l'offrir en cadeau aux enfants, parce que certains pensaient que c'était pas dangereux. C'est juste un produit aromatisé, voilà, des arômes de fruits que l'on consommait. Mais beaucoup ne savaient pas que c'est du tabac. C'est une nouvelle idée de l'industrie du tabac qui a effectivement eu l'idée de parfumer le tabac qu'on met à la disposition des fumeurs avec lesquels les gens s'intoxiquent sans le savoir. Donc je mettrais vraiment l'ignorance en premier lieu. Comme il a si bien dit, il y a la curiosité, voilà, l'imitation et autres qui sont là. Très souvent les enfants ne le savent pas, mais il y a quand même un certain mécanisme quand même un peu complexe qui peuvent amener quelqu'un qui est même conscient des dangers du produit à consommer tout de même
ce produit. Voilà, je ne parlerai pas simplement des cas des enfants. On peut prendre le cas, par exemple, d'un agent de la santé qui fume la cigarette. Il est le mieux placé pour nous dissuader de consommer, pour montrer les méfaits du tabac, mais il consomme. Ce n'est pas en ignorant les conséquences, les méfaits du tabac qu'il le fait, mais il le fait en toute connaissance de cause. D'accord. Alors, commissaire Kouraogo, là, le commissaire Yoda parlait tout à l'heure de nouvelles méthodes utilisées par les industries de tabac pour inciter l'ensemble des consommateurs, la plupart des jeunes, à utiliser, à consommer ce tabac-là. Maintenant, au niveau même des stratégies mises en place pour pouvoir lutter et prévenir la consommation des drogues, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir les stratégies pour lutter efficacement contre la consommation de la drogue? Bon, je pense que actuellement, au niveau du Burkina Faso, la lutte est menée sur les grands axes. Mais aujourd'hui, cette lutte-là souffre de l'absence d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue qui est censée être le référentiel national qui va permettre en tout cas à la drogue et à la lutte contre la drogue en tout cas d'être beaucoup plus efficace, parce que cela permettra aux différents acteurs d'être mieux orientés dans ce qu'ils doivent faire, notamment à travers un plan d'action qui sera en tout cas mis en place. Maintenant, quand on dit de changer, pas forcément changer. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui sont déjà positives dans la lutte actuellement. Quand on prend pratiquement tous les volets de la lutte, il y a beaucoup d'acquis. Il y a beaucoup d'acquis, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit au niveau de la répression, que ce soit au niveau du traitement ou au niveau de la réinsertion sociale. Il y a déjà des résultats qui sont là et qui sont en tout cas fort appréciables. Mais nous fondons véritablement notre espoir sur la stratégie qui est en cours d'élaboration. Cette stratégie, en tout cas, aura l'occasion de pouvoir, à travers son plan d'action, on puisse mener des activités qui vont découler des axes stratégiques, et cela va rendre en tout cas la lutte beaucoup plus efficace. D'accord. Alors là, on parle de stratégie. Ce qui m'amène quand même à poser la question, je pose cette question au commissaire Yoda. Là, malgré les différentes actions mises en œuvre pour prévenir, pour lutter efficacement contre la consommation de la drogue, il y a quand même des gens à plusieurs reprises qu'on saisit avec la drogue. Comment on peut expliquer toujours ce ravitaillement-là, cet approvisionnement de la drogue au Burkina Faso, qui souvent même beaucoup de personnes même disent en fait que le Burkina Faso devient comme un canal du trafic? Oui, c'est une triste réalité. Malgré les efforts des FDS, ceux qui luttent contre le trafic international des drogues, effectivement, on voit, malgré tous ces efforts, la drogue qui circule. Heureusement, comme vous le dites, il y a des saisies. Ces dernières années, quand même, on a enregistré des saisies de quantités énormes de drogue. Je dirais même des saisies sans précédent. Au cours de l'année 2023, il y a une saisie de plus de 300 kg de cocaïne dans la région du sud-ouest. C'est quand même énorme. C'est jamais vu au Burkina Faso. Voilà pour le cas de la cocaïne. Pour le cannabis, effectivement, on a des saisies records de plusieurs tonnes de façon régulière, mais vous voyez, les saisies, c'est bien, ça démontre le professionnalisme déjà des acteurs qui sont chargés de lutter contre le trafic. Pour lutter efficacement contre la consommation des drogues, ça veut dire qu'il y a 3 leviers sur lesquels il faut travailler. On est en train de parler de la prévention. La prévention suppose un travail qui est fait sur l'individu pour le préparer à résister à l'envie ou bien à la tentation de consommer. Et il y a un travail aussi qui est fait sur l'environnement. L'environnement de la personne, les parents, comme nous étions en train de le dire, mais il ne faut pas aussi que le produit soit disponible. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce travail qui est dévolu au FDS qui vraiment, en passant, nous saluons en passant les efforts, parce que ni c'était ces efforts, vous voyez, plus de 3 tonnes dernièrement à Nako,
bon, en tout cas, un peu partout, au Burkina Faso, il y a des saisies records. C'est-à-dire, ce sont des quantités de drogue qui ont été soustraites à la consommation. Si cela n'avait pas été saisi, donc ça pouvait inciter encore beaucoup plus de jeunes à la consommation. Et donc, ça veut dire qu'il faut effectivement renforcer, voilà, la lutte contre le trafic. Cela suppose qu'il faut surveiller davantage nos frontières. Mais avec le contexte actuel d'insécurité, de terrorisme que nous connaissons, ce n'est pas chose facile. Donc les trafiquants aussi profitent de cette nouvelle donne qui est là, donc pour faire effectivement entrer la drogue. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. C'est une réalité qui est prise en compte aujourd'hui par les acteurs qui luttent contre le trafic. Donc nous espérons bien, comme il a dit, qu'avec l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, il y aura des actions, donc des pistes de solutions qui seront en tout cas trouvées pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue. Nous sommes un pays carrefour, nous partageons nos frontières avec 6 pays, ce n'est pas du tout aisé donc de surveiller toutes ces frontières avec la modestie de nos moyens. Mais il faut le faire. Alors, ce qui est quand même important de relever, c'est que malgré cette importante saisie que nous sommes en train de mener au niveau du Burkina Faso, les trafiquants, on va dire que les trafiquants ne se découragent pas, parce que de plus en plus, ils essaient tout de même de faire entrer les drogues au Burkina Faso. Est-ce qu'en fait, il parlait de nouvelles pistes, est-ce que ces nouvelles pistes-là, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir, même revoir les sanctions qui sont infligées à ces trafiquants-là lorsque, par exemple, ils sont saisis avec de la drogue? Est-ce que c'est pas peut-être parce que les sanctions ne sont pas véritablement comme il se doit et qu'ils ont encore le courage de faire entrer ces différentes drogues-là au Burkina Faso? C'est une très bonne question, mais je pense aujourd'hui au Burkina Faso, quand vous prenez le code pénal en ces termes, en ce qui concerne les sanctions qui sont prévues, nous pensons que les sanctions sont suffisamment élevées, parce que de nos jours, de la consommation jusqu'au trafic, la détention, la culture, la production, tous ces actes-là sont sanctionnés dans le code de procédure pénale, et il y a des sanctions d'amende qui peuvent aller jusqu'à 50 millions, et il y a également des peines qui peuvent aller au-delà des 10 ans. Donc bon, pour moi, le problème ne se situe pas. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas forcément les sanctions ou bien la lourdeur des sanctions, mais plutôt voir au niveau de nos frontières, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Au niveau des hommes de répression, quels sont les défis auxquels ils font face pour peut-être, en tout cas, les aider à être davantage plus efficaces? Parce que ces drogues qu'on dit, pour la plupart des cas, ce sont des drogues qui transitent par nos frontières. Donc, c'est pour dire qu'il y a un défi en matière de maîtrise de nos frontières. C'est pour dire que nos frontières sont poreuses. Ok? Donc, pour moi, c'est de ce côté qu'il faut voir et donner plus de moyens au FDS, même si on sait qu'actuellement, il y a déjà quelque chose qui est fait. Il faut peut-être renforcer les dispositifs même répressifs et trouver les voies et moyens pour que tous ces personnes qui luttent dans le domaine du trafic illicite de drogue là aient réellement les moyens nécessaires pour pouvoir contrer ce phénomène. Donc on est tenté donc de dire en fait que au-delà de la répression, au-delà des sanctions infligées, on doit véritablement militer pour la sensibilisation. Oui, c'est un point de la lutte, comme je le disais tantôt. Oui, la lutte dans son ensemble, effectivement, à 4 volets. Il y a la prévention, prévenir la consommation, mais il y a aussi la répression du trafic et les autres infractions connexes. Il y a le traitement, et le troisième volet de la lutte. Il faut traiter, aider les personnes qui consomment déjà à arrêter la consommation. Parce que quand on parle d'imitation, l'imitation c'est quoi? C'est quand une personne saine qui ne consomme pas de la drogue va voir une autre personne qui consomme et puis adopte son mode
voilà, de consommation. Donc ça veut dire, tant qu'il y aura des consommateurs de drogue, des usagers de drogue, on aura malheureusement de nouveaux consommateurs. Et donc le traitement vise donc, à prendre en charge ceux qui consomment la drogue afin d'arrêter d'abord leur consommation et éviter que les personnes saines effectivement n'entrent dans la consommation. Le troisième volet serait la réinsertion. Une fois qu'on a aidé une personne à arrêter la consommation d'une drogue, cela n'est pas fini. Parce qu'il y a le risque de rechute qui est là. Donc il y a un travail qui doit être fait de façon continue, voilà, pour aider la personne à se maintenir dans sa nouvelle vie, donc à ne pas rechuter. Donc il y a tout ce travail qui doit être fait. Quand vous parlez effectivement de la situation actuelle, avant l'élaboration de la stratégie, le Comité national de lutte contre la drogue a quand même pris le soin d'analyser son dispositif, le dispositif national de lutte contre la drogue. Donc cette étude diagnostique a permis de relever effectivement un certain nombre de défaillances, de faiblesses de notre dispositif. Bon, on ne peut pas tout citer, mais ça réside aussi bien dans la prévention, comme vous l'avez dit, mais il y a des actions de formation, même les FDS, les acteurs à tous les niveaux ont besoin de formation. Il faut former les acteurs qui sont chargés de la répression, former efficacement les acteurs qui sont chargés de la prévention, du traitement. En tout cas, chacun à son domaine a besoin quand même de formation. Il y a un certain nombre de textes qu'il va falloir relire, mais ce n'est pas pour peut-être rendre les sanctions plus sévères comme vous le disiez tantôt, mais c'est quand même pour permettre la prise en charge efficace déjà des usagers de drogue et puis la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. D'accord. Voici qui est bien dit. Alors, commissaire Kourao, je sais que vous voulez ajouter quelque chose. Ça m'amène quand même de poser cette question en plus. Est-ce que s'il y a une forte consommation de drogue au niveau de cette jeunesse, même des plus petits, est-ce qu'il n'y a pas une négligence des parents d'élèves à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas cette négligence au niveau des parents? Bon, c'est comme on le disait tantôt au niveau des causes. Il y a des causes qui sont liées à la personne elle-même, mais il y a des causes en tout cas qui sont extérieures. L'environnement contribue en tout cas d'une manière ou d'une autre à pousser les enfants dans la consommation de la drogue. Quoi qu'on dise à quelque part, les parents ont un rôle très important à jouer dans la prévention de l'abus des drogues. Et comme on le disait, il y a malheureusement certains parents, comme on disait, qui ne donnent pas les bons exemples et qui se livrent parfois à des actes de violence, qui mettent les enfants dans une situation inconfortable, qui mettent les enfants dans une pression extrême et qui pratiquement ne se rendent pas compte que toutes ces actions-là impactent sur l'enfant. Toutes ces actions agissent sur l'enfant de sorte à ce qu'il peut ressentir de très grandes frustrations. Et ce qui peut amener pratiquement l'enfant aussi à aller vers ces substances-là en vue, en tout cas, de rechercher le mieux-être. Donc, à quelque part, est-ce que certains parents cherchent à savoir qui fréquente mon enfant? Et quand il n'est pas à l'école, il est où? Qu'est-ce qu'il fait pendant ses heures libres? Et qui les rend visite? Et dans sa croissance, dans son évolution, quels sont les changements qui s'opèrent en lui d'une manière brutale en lui? Donc, à quelque part, si on n'a pas le temps de s'y prêter et voir comment les choses évoluent au niveau de l'enfant, parfois beaucoup de choses vont nous échapper. Est-ce que réellement on a une bonne relation de communication avec l'enfant? Est-ce qu'on a un temps de qualité avec l'enfant? Est-ce qu'on partage une certaine confidence avec l'enfant? Est-ce que l'enfant est prêt à se confier aux parents? Donc tout ça, ce sont des trucs qu'il faut prendre réellement en compte et ce sont en fait les devoirs des parents. Voilà, et qui doivent mettre tout ceci en œuvre pour que l'enfant puisse être dans une situation où il pourra ne serait-ce qu'avoir le contrôle sur lui.
D'accord. Alors pour compléter, là dans votre intervention tout à l'heure, il était question de formation que peut-être vous livrez, vous donnez aux forces de défense et de sécurité. Est-ce que les parents d'élèves n'ont pas également besoin de cette formation-là? Parce que il peut y avoir des parents qui ont cette bonne volonté d'aider et d'accompagner les plus jeunes, mais qui ne connaissent pas la manière, qui ne savent pas quoi faire exactement. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que les parents sont suffisamment outillés pour aider, accompagner les enfants à la maison? Ce n'est pas très sûr. Effectivement, merci pour cette question. Comme je le disais tantôt, la consommation des drogues, ça réunit, c'est une réunion de plusieurs circonstances. Donc, il y a un travail de prévention qui est fait sur les enfants à travers les campagnes de sensibilisation. Nous, ainsi que d'autres acteurs, la société civile, vous savez, le monde éducatif dans son ensemble mène quand même des efforts pour prévenir la consommation des drogues chez les enfants. Mais cela n'est pas suffisant. Il faudrait que les parents, effectivement, jouent pleinement leur rôle. Nous ne sommes pas en train de culpabiliser les parents, non, mais c'est un appel à une remise en question de notre rôle de parents. Il n'est pas aisé, effectivement, de le savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Beaucoup de parents se sont rendus compte que leurs enfants consommaient de la drogue parce qu'ils ont été appelés, quand l'enfant a été interpellé avec un groupe de consommateurs de drogue, il s'est retrouvé à l'IAD. Il y a des parents qui ont été informés, qui ont appris la consommation de leur enfant, soit à l'internat parce que l'enfant a piqué une crise terrible, et certains ont découvert que l'enfant consommait la drogue. Tout simplement parce qu'ils ont eu la curiosité un jour, peut-être qu'ils soupçonnaient quelque chose, ou bien accidentellement, ils ont fouillé son sac, ils sont tombés sur la drogue dans son sac. Donc cela veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'insu du parent. Ça peut ne pas être un manque de temps, mais la méconnaissance même d'un certain nombre de signes d'alerte, la méconnaissance d'un certain nombre de signes, donc effectivement, qui montrent que l'enfant en train de dévier ou bien dans la consommation. Cela nécessite plutôt que les parents soient outillés, comme vous l'avez dit. Ils ne sont pas tous outillés. Donc c'est tout l'intérêt d'une émission comme cette émission que nous menons présentement, c'est pour toucher plus les parents. Les élèves, nous parcourons les différentes régions du Burkina pour les sensibiliser à travers les campagnes de sensibilisation. Les parents sont souvent associés, on appelle l'APE, mais comme vous le connaissez, nous en tant que parents, nous ne sommes pas très présents aux réunions de l'APE. Quand on convoque les parents d'élèves, beaucoup ne passent pas. Donc nous profitons effectivement des tribunes, des plateaux comme le vôtre pour effectivement toucher les parents. Il y a des sensibilisations qui se font dans les écoles, sur demande, les établissements. Depuis le début de la rentrée, nous avons commencé. Ça se poursuit. Des chefs d'établissement ou bien le président de l'APE qui organise des activités et qui nous demande de venir donner une communication sur le rôle des parents dans la prévention de la consommation des drogues. D'accord. Est-ce qu'il y a des formations spécifiquement réservées au niveau du CNLD, uniquement réservées aux parents d'élèves pour les permettre d'être suffisamment outillés? Exact. C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a des séances d'information à l'endroit des parents. Donc, si les parents sont organisés, effectivement, et ils nous contactent, on va essayer de tout mettre en œuvre, nous organiser effectivement pour donner ce temps. Mais nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont là. Peut-être si on nous approche, on pourra, peut-être au cas où on ne pourrait pas tout assumer, peut-être les orienter vers d'autres structures, d'autres acteurs compétents aussi. Sinon, il y a un grand travail à faire pour les parents. Ils ne sont pas... C'est pas sûr que beaucoup savent ce qu'ils doivent faire. Alors il y a un grand travail à faire et comme c'est Kouraogo, là vous parliez tantôt de la relation qui peut exister entre les parents et les enfants. Aujourd'hui nous allons voir par exemple l'éducation de certains enfants qui sont laissés au compte de la fille de ménage ou même du chauffeur. Est-ce qu'en fait non, le fait qu'il n'y ait pas cette relation, cette communication entre les enfants et puis les parents, est-ce que ce n'est pas un facteur qui va beaucoup encourager la consommation des drogues au niveau des plus jeunes? En fait, pas systématiquement.
Pas systématiquement. Parce que la vie de ménage ne peut pas donner un ordre à l'enfant, ni le chauffeur ne peut pas donner un ordre à l'enfant. Il attend les ordres au niveau des parents, bien évidemment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que la vie de ménage ne peut pas remplacer, en tout cas les parents, pour jouer à bon souhait le rôle. Mais je pense que c'est, comme il venait de le dire, c'est un ensemble de facteurs qui, en tout cas, juxtés ensemble, peut pousser l'enfant dans la consommation de ces substances. Certes, quand les parents sont pratiquement pris tout le temps et qu'il n'y a pas de communication véritablement entre les enfants et leurs parents, comment on peut aider un enfant, par exemple, à résoudre ses propres problèmes quand on n'a pas le temps de les écouter? Parce que quoi qu'on en dise, la nounouse ou la bonne qui est là, elle est là pour faire un travail bien donné. Au-delà de ce travail, l'enfant ne peut pas aller demander certaines choses à la bonne. L'enfant ne peut pas exposer certaines situations qu'il vit à la bonne. Au finish, il traîne dans son fort intérieur avec souvent certains problèmes qui, parfois même, ce sont pas de gros problèmes, mais voilà. Peut-être pour une histoire de vélo, pour une histoire de chaussures, pour une histoire de moto, pour une histoire de tablette ou de téléphone. Il est mécontent, il est frustré, il garde ça dans son fort intérieur. Donc, l'enfant a besoin non seulement d'accompagnement de la part de ses parents pour le stimuler quand réellement il fait du positif, mais pour le recadrer aussi quand il fait du négatif. Donc, la bonne ne peut en aucun cas jouer le rôle des parents. Et il revient aux parents de pouvoir être à l'écoute des enfants et pouvoir les assister quand ils ont des problèmes, qu'ils puissent venir de leur plein gré et exposer les problèmes pour qu'on les aide à régler tous ces problèmes. Cela va nécessairement contribuer à les maintenir dans un bon climat à la maison comme au dehors. C'est réellement ça qu'on appelle l'encadrement, l'assistance, l'aide. Parce que ce sont les frustrations, le cumul des frustrations en fait qui amène parfois les enfants à chercher des solutions pour se sentir au mieux. Voilà. D'accord, alors on reste toujours avec les enfants et avec les parents d'élèves. Et là quand même, j'aimerais quand même revenir sur un aspect que je juge quand même assez important, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va voir par exemple des enfants qui ont à leur disposition et des smartphones et des tablettes, qui ont la connexion à la maison H24 et qui, l'utilisation de ces réseaux-là ne sont pas accompagnés, ne sont pas orientés, ne sont pas surveillés par les parents d'élèves qui, une fois rentrés à la maison, l'enfant est dans sa chambre avec son smartphone et puis qui est en train de naviguer sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce qui est servi sur les réseaux sociaux, souvent pour les enfants, ne les encourage pas à entrer dans la consommation de la drogue? Le commissaire Kourogo parlait tout à l'heure de la vie des stars, par exemple. Un enfant qui aime une star, par exemple, et qui va peut-être checker et va voir, par exemple, qu'il a utilisé qu'un certain nombre de drogues. Est-ce que ça va pas l'encourager à entrer dans cet aspect-là? Effectivement, pour revenir au devoir des parents qu'il avait cité tantôt, il parlait de la nécessité de connaître les temps libres de son enfant et la nécessité de connaître les fréquentations de son enfant. Si cela est fait, soi-disant, si cela est assuré, et que plus tard on laisse un téléphone, un smartphone à la disposition de l'enfant, mais ce n'est plus la peine. Ça remet tous les efforts en cause. Quand un enfant a un téléphone, un smartphone avec des connexions,
mais il a accès à tout. Il peut causer avec tout. Vous ne pouvez même plus vous tarder de connaître ses relations qu'il fréquente, ce n'est plus possible. Est-ce que vous voyez? Mais c'est, excusez-moi, c'est un problème qui est là. Il faut que nous, parents, nous demandons, on se pose les bonnes questions. Bon, ce n'est même plus à prouver. Il y a beaucoup d'études sur les smartphones, les téléphones, les réseaux sociaux qui montrent effectivement que c'est vrai qu'il y a des avantages dans le cadre de la connaissance, la découverte de certaines choses, mais ça a beaucoup d'inconvénients chez les enfants. Ça crée même de l'addiction. Voilà. Ce n'est pas les adultes qui vont dire le contraire. Donc, pour un enfant, c'est encore pire. Donc, quand on dit qu'on cherche à contrôler, ce n'est pas dire contrôler son enfant pour le priver de sa liberté, mais le contrôler pour mieux le guider sur le bon chemin. On cherche à connaître ses relations, on maîtrise son emploi de temps. On sait que le jeudi soir ou le mercredi soir, s'il n'est pas là, c'est qu'il est au sport, ou bien, voilà, il est je ne sais pas, il est dans telle association, ou bien il est en train d'apprendre la musique. Si on maîtrise cela, par exemple, et après on donne le téléphone à l'enfant, je dis on ne maîtrise plus rien en fait. Donc c'est une contradiction et cela ne facilite pas les choses. C'est clair que ça a un impact négatif sur les enfants. Celui qui a accès à l'information qui n'est pas contrôlée, bon, naturellement, avec leur âge, le manque de discernement ne va pas favoriser les choses. Donc c'est un facteur qui est aggravant effectivement dans la consommation des drogues. Nous avons souvent eu des cas où c'est à travers effectivement le téléphone, les enfants ils commandent en toute discrétion effectivement les trucs, la drogue, entre eux, à travers des codes. Donc ça peut faciliter effectivement le commerce. Voilà. Donc il y a beaucoup quand même d'inconvénients, même s'il faut reconnaître que c'est important. Okay. Voilà. On reste quand même sur la mauvaise compagnie, l'amitié, la camaraderie qui peut exister avec les enfants. Est-ce que, parce que là on parle de surveiller, de contrôler, est-ce que véritablement au 21e siècle actuellement, est-ce qu'on peut véritablement dire que on connaît suffisamment son enfant? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont été surpris lorsque peut-être on les a appelés pour les dire en fait que l'enfant consomme de la drogue. Ok. Connaître suffisamment son enfant, je dirais que c'est trop dit, mais ce sont des mesures préventives qui permettent aux parents d'avoir un œil au moins sur l'enfant. Et quand on met tout ceci en œuvre, au moment où l'enfant va commencer la consommation, tout de suite le parent n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour découvrir que son enfant est en train de changer. Parce qu'il est assez clair que toute personne, adulte ou mineur, qui s'adonne à la consommation de drogue, cela aura nécessairement des répercussions sur son attitude. Cela aura nécessairement des répercussions sur son attitude. Et comme le papa avait pris l'habitude de suivre un peu son enfant, il connaît les habitudes, il connaît les réactions, il connaît à peu près comment l'enfant réagit. Et subitement, un beau matin, il se lève, il trouve que, bon, voilà, il n'est pas là. L'enfant patiente, il attend que l'enfant revienne, mais il revient avec, voilà, les yeux rouges. Des signes quand même. Il revient, les yeux sont rouges, il est tout fatigué. Bon, qu'est-ce qu'il allait faire ce matin pour qu'on voie ça? Du coup, le papa qui n'a pas l'habitude de voir son enfant dans un tel état, il va patienter le temps qu'il se lève et puis un entretien au cours duquel il va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez quel problème? Parce que habituellement, il y a cette relation de communication entre le papa et puis l'enfant. Et ce suivi au quotidien, ce suivi permet au moins au papa de percevoir ne serait-ce que l'infime signe de changement qu'il viendra constater sur l'enfant. Dès qu'on découvre également le plus tôt possible, il y a de fortes chances de pouvoir y remédier. Mais quand on ne fait pas ce travail au préalable,
c'est comme il le disait. Et vous avouez qu'il y en a qui l'ont découvert parce que l'enfant même les a agressés. Les a agressés. Et là, il a commencé à chercher pourquoi l'enfant est devenu comme ça. Et c'est plus tard qu'il a découvert qu'en réalité, enfin, l'enfant même était sous l'effet des drogues et il a commencé sa consommation il y a peut-être 2 ou 3 ans de cela. Voilà. Donc, dire qu'il faut connaître parfaitement ton enfant de nos jours, c'est vraiment très difficile. Puisqu'on veut travailler, on doit aller au service, on doit s'occuper aussi de la famille. Ce n'est pas lui aussi la seule personne dans la cour. On a tellement de choses à faire de nos jours que c'est tellement difficile, en tout cas, de suivre pas à pas. Mais au moins, il y a un travail préalable à faire pour que tout ne vous échappe pas. D'accord. Oui, commissaire Yoda. Voilà, merci, c'est exact ce qu'il dit. On ne peut pas prétendre connaître parfaitement son enfant. Ce n'est pas très sûr, mais il faut faire l'effort quand même de le connaître. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, le contexte ne facilite pas les choses. Depuis 2017, je ne sais pas, oui, que nous avons entamé. Et la journée continue dans l'administration. Je ne dis pas que c'est ça qui est à la cause. Nous assistons à un changement radical dans le temps que nous passons en famille, avec nos familles, pour parler des fonctionnaires. En passant, notre service a un service d'écoute, le SPCNLD a un service d'écoute, voilà, qui reçoit des parents d'enfants qui consomment la drogue, qui ont des problèmes de drogue et qui les oriente. Et je vous dis que nous avons effectivement beaucoup d'enfants de fonctionnaires, les parents, tous les deux sont fonctionnaires, effectivement, qui sont dans le problème. Cela rejoint le problème de temps, qu'on ne passe pas assez avec le temps, avec les enfants. Vous voyez, vous sortez à 6h, peut-être 30, par rapport à votre localisation pour le service. Journée continue, vous descendez peut-être après 17h, le temps de rentrer. Mais entre-temps, les enfants sont partis le matin à l'école, ils sont revenus à 12h. Vous avez signalé ici le rôle, parler du rôle de la bonne, oui, la servante de la maison. Oui, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Est-ce qu'elle peut jouer pleinement le rôle des parents en leur absence? Nous reconnaissons que ce n'est pas possible. Est-ce qu'elle a été formée à cela? Donc voilà le parent qui part très tôt le matin, qui rentre. Certains même vont trouver que les tout petits dorment. C'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte. Il faut déjà voir l'impact sur une génération. Qu'est-ce que cela va donner? Il y a des études qui ont montré que dans les pays développés, dits développés, par exemple les cités dans lesquelles les parents sont obligés d'aller très loin, prendre le train, aller étudier très loin, bosser très loin et puis revenir le soir, ces cités ont fini par devenir ce qu'on appelle des cités sensibles, très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas beaucoup de temps, les parents ne passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants. Donc, ouais, tout est une question de temps. Est-ce que le temps qui permet la communion, la complicité, donc d'affirmer effectivement l'affection, de connaître l'enfant, de se connaître, son tempérament, son caractère, et effectivement de l'aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Et tant que ce temps n'est pas suffisant et qu'il est encore mal employé, je prends le cas du fonctionnaire, si après la descente aussi, il veut s'accorder d'autres temps avant de rentrer, vous voyez ce que ça fait. Donc, ça ne peut pas aller. Avec ça, on ne peut pas connaître effectivement son enfant. Okay. Donc, je ne dis pas que c'est le changement qui a joué, mais ça doit nous amener à réfléchir, à revoir comment il faut s'organiser au niveau de la cellule familiale pour mieux accompagner les enfants. D'accord. Alors, commissaire Kouraogo, dans le cas de figure où, par exemple, le parent apprend que l'enfant est tombé dans la consommation de la drogue, alors, quelle est la conduite à tenir pour un parent d'élève qui apprend, par exemple, que son enfant est dans la consommation de drogue? Oui, cette question est très importante, merci d'ailleurs. Bon, ce qui est conseillé en la matière, c'est d'abord de garder son sang-froid. C'est très important parce que dès qu'on apprend que son enfant est dans la consommation de la drogue, tout de suite on est en colère. Donc, la première réaction qu'il faut observer, c'est de garder son sang-froid.
Secondo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte à ce qu'il y ait un entretien avec l'enfant. Cet entretien vise à découvrir quelles sont les causes réelles qui ont poussé l'enfant dans la consommation de la drogue. Et tantôt, il parlait du traitement, de la prise en charge et autres. Mais tant que vous n'allez pas connaître les raisons fondamentales qui ont poussé la personne à aller vers la consommation de la drogue, il sera très difficile de l'aider pour qu'il s'en sorte. Et parfois aussi, tout de suite, si il y a de telles situations qui se présentent dans les familles, qu'est-ce qui se passe? Les parents se mettent souvent à s'accuser mutuellement. Et dès que vous commencez à vous accuser mutuellement, il va de soi que vous installez un climat qui n'aiderait pas à régler le problème. Donc c'est la maman qui va penser que c'est l'absence du papa qui a occasionné ceci. Le papa parfois pense que la maman ne surveille pas suffisamment l'enfant et qu'elle part je ne sais où. Donc quand on commence à s'accuser de la sorte, vous voyez qu'on installe encore un autre problème dans la famille. Au premier plan, on a l'enfant qui est déjà un problème qu'il faut aider à régler. Vous les parents, vous querellez, ça fait deux problèmes. La maman et puis le papa, c'est que... Donc, au finish, c'est devenu pratiquement un nid de problèmes. Et cela n'aide pas du tout à la réflexion et à l'assistance et à l'aide de l'enfant qui est déjà dans une situation où il faut en tout cas l'amener. Donc après avoir fait tout ce travail, il faut nécessairement contacter les services spécialisés en la matière, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de connaître comment il faut s'y prendre pour aider une personne qui est déjà usagée de drogue. Ce n'est pas évident. Donc il faut prendre attache avec les services spécialisés en la matière pour demander leur assistance et comme ça il pourra avoir l'accompagnement nécessaire. Alors, en ce qui concerne la prise en charge, comment se fait la prise en charge? Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations en ce qui concerne la prise en charge pour accompagner les parents à aider les enfants? Oui, comme il disait tantôt, dès la découverte effectivement des signes ou bien des preuves que l'enfant consomme la drogue, ça veut dire que la prévention a échoué. Il faut effectivement aider l'enfant à arrêter. Voilà. Et il y a des spécialistes en la matière. La prise en charge, c'est très très complexe. Je signale au passage qu'au Burkina Faso, nous n'avons pas encore un centre de prise en charge intégré des usagers de drogue. C'est-à-dire on n'a pas un centre qui est vraiment entièrement équipé et qui a toutes les compétences possibles pour prendre efficacement en charge tous les cas d'addiction à la drogue. Donc c'est un grand défi aujourd'hui pour le Burkina, et en particulier pour le CNLD, les SPCNLD, voilà, dans ce domaine. Pour revenir à votre question, la prise en charge, comme je l'ai dit, c'est une question qui est complexe. Il y a plusieurs acteurs. Il y a des cas d'enfants qui consomment la drogue, qu'on va prendre en train de consommer la drogue, mais qui ne vont pas développer une addiction. Ça veut dire par curiosité, il a consommé la drogue et puis ça va s'arrêter là. Mais il y a d'autres cas, très souvent, quand c'est découvert tard, ou bien par rapport au type de drogue que l'enfant consommait, l'addiction va être tellement forte qu'il aura besoin d'aide, des spécialistes pour pouvoir arrêter. Et puis, ce que les parents doivent savoir, très souvent, nous recevons des parents qui disent « j'ai tout fait ». La dernière fois, j'ai reçu effectivement un parent qui m'a expliqué avec vraiment, j'ai eu beaucoup de peine à l'écouter. Ouais, tous les efforts qu'il a fait depuis presque 10 ans avec son enfant. Et il continue de le faire. Il m'a montré les billets d'avion. Il m'a dit qu'il a parcouru tous les services de prise en charge au niveau de Ouagadougou et même du Burkina. Mais le résultat n'est pas encore totalement satisfaisant pour la même raison que je viens d'évoquer, l'absence de centres de prise en charge intégrés. Il y a d'abord, quand c'est des cas de prise d'addiction, il faut effectivement l'aide. Il y a des psychiatres. Le service de psychiatrie de Yalgado a une unité d'addictologie qui n'est pas totalement fonctionnelle. Nous avons des
des cliniques à Ouagadougou ici qui essaient effectivement de faire un bon travail, d'accompagner les parents. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est l'addiction est considérée comme une maladie chronique du cerveau et la prise en charge, ça dure peut-être toute la vie. D'accord. Voilà. Donc les parents ne doivent jamais se décourager avec l'accompagnement de l'enfant. Ok, l'accompagnement des enfants, deux lieux dont on est sûr que les enfants fréquentent, c'est la maison et c'est l'école. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement en ce qui concerne la collaboration entre les parents d'élèves et justement les responsables des différents établissements pour aider les enfants, que ce soit dans la prévention ou même dans la prise en charge? C'est très juste. Je rebondis également au niveau de la prévention pour signaler qu'il y a beaucoup de cibles. Okay. Voilà, où tous les élèves qui sont la cible, en tout cas privilégiés dans nos campagnes de sensibilisation. Nous ciblons également les éducateurs, notamment les animateurs de la vie scolaire et bien d'autres cibles au niveau du scolaire. Et là, l'entretien avec eux, c'est sur des thématiques également liées à la drogue, mais beaucoup plus axé sur leur rôle et les différents signes d'alerte. À ce niveau également, il faut signaler, comme il le disait, c'est vraiment difficile. Okay. Parfois, quand on organise ces séances d'information et de sensibilisation, en tout cas, la participation, parfois, n'est pas véritablement au rendez-vous. Maintenant, ce que les parents doivent faire, c'est quoi? Vous ne pouvez pas, à mon sens, quand on a un enfant qui est dans un établissement scolaire bien donné, que de temps à autre, on fait le devoir d'approcher les responsables de ces différents établissements scolaires. Même les professeurs, ce sont les professeurs qui s'entretiennent avec les élèves lors des cours. Les élèves turbulents, ils les connaissent. Les élèves qu'ils ont géré depuis la 6e jusqu'en 3e, là, ils maîtrisent parfaitement les attitudes, les réactions de leurs élèves. Mais bon, quand on tourne dos, on paie la scolarité et puis on s'en va, bon, je ne pense pas qu'il va revenir au professeur de courir vers le parent d'élève ou l'éducateur qui est là, de courir vers le papa pour chercher à donner des informations relatives à un seul enfant alors qu'il n'en a plus de 1000. Ça marche. Voilà. On est pris par le temps, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Rapidement, en 30 secondes, des recommandations pour les parents d'élèves avant qu'on ne referme cette émission. Merci bien. Bon, j'aimerais inviter tous les parents que nous sommes donc, à cette méditation sur une pensée d'un homme de Dieu que je vais paraphraser qui dit parents, de 0 à 7 ans, amuse-toi avec ton enfant. De 7 à 14 ans, éduque-le. De 14 à 21 ans, cherche son amitié. Et à 21 ans, accorde-lui sa liberté. Donc, je vais inviter les parents à méditer sur cette pensée. Ok. Une recommandation très rapidement. En ce qui concerne les parents, moi, la recommandation, c'est quoi qu'il advienne, que chacun fasse l'effort de ménager ne serait-ce qu'un petit temps, accorder un petit temps pour sa famille, c'est vraiment très important quand on veut en tout cas aider les enfants à pouvoir se départir de la consommation de la drogue et d'une manière générale des mauvais comportements. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être passé sur notre plateau. On se retrouvera très bientôt sur d'autres thèmes en lien avec les drogues. Merci bien. Pour une école sans drogue, je m'engage. Pour une famille sans drogue, je m'engage. Pour un pays sans drogue, je m'engage. Et c'est l'engagement que doit prendre tout un chacun parce que nous sommes tous responsables, nous sommes tous concernés. Et les parents d'élèves également doivent s'engager pour que véritablement l'avenir de leurs enfants puisse être un avenir radieux, un avenir qui est épanoui pour le meilleur de la famille et pour le meilleur de toute la nation burkinabé afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la gaieté et dans la joie. On s'arrête là pour ce numéro. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.